Donc l'objectif, c'était quand même d'accélérer l'équipe et pas de générer de la dette technique à vitesse grand V. Et donc j'étais extrêmement frileux au début. Je vois aujourd'hui les high code gen comme l'opportunité d'aller tester à moindre coût et de pouvoir avoir du feedback. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Tech Rocks. Je m'appelle Adnan Aïtar et je suis avec... Thierry Abaléa, bonjour à tous. Pour vous expliquer un peu le contexte de cet épisode, nous avons gagné le jeu qui a été organisé lors de l'Afterwork de Tech Rocks le 10 avril dernier. Le jeu consistait à retrouver notre binôme avec qui nous avions 3 challenges en commun. Il s'avère qu'on a été les premiers à reconstituer notre binôme avec ces 3 enjeux. L'un était le fait qu'on a tous les deux travaillé en banque assurance, dont moi toujours actuellement. Nous sommes tous les deux entrepreneurs et on est tous les deux intéressés par la Gen AI, mais comme je suppose la plupart de ceux qui nous écoutent. Je te laisse peut-être te présenter, Thierry, ton parcours. Ouais, ça marche. Donc, je suis Thierry Abaléa, hein. J'ai 48 ans et ça fait à peu près 23 ans que je suis dans la tech. Pour brosser rapidement un peu mon parcours, j'ai bossé dans le conseil, j'ai fait 8 ans à la Société Générale en banque de finance, finance de marché, assez éloigné des expériences start-up là, que j'ai vécues ces dernières années, mais très enrichissant. C'est là où j'ai découvert le goût du challenge. J'étais en gros technical leader, j'ai pas mal sur les technos Java, avant du coup de commencer à travailler pour des startups en 2015. Ça fait 10 ans que j'évolue en startup. J'ai été CTO de 2 petites startups, Fluo dans l'assurance, Crème de la Crème, que vous connaissez peut-être, marketplace de freelance. Et ensuite, j'ai travaillé pour des scale-up, Aircall, téléphonie, en tant qu'engineering manager. J'ai travaillé aussi pour Alma, paiement plusieurs fois, où j'étais en gros VP engineering. J'ai rejoint la Alma en pleine croissance. Mes équipes sont passées de 8 à 90 personnes en l'espace d'un an. Très, très enrichissant. Et j'ai travaillé aussi pour Guide Guardian en tant que VP Engineering en cybersécurité. Et me voilà aujourd'hui cofondateur et CEO de ShipFox, un développeur tools autour de la continuous integration. On vient résoudre les problèmes qu'il y a autour de la CI quand les équipes scalent, des problèmes de performance, de fiabilité, de coûts. Et donc, je change de casquette entre engineering développeur, engineering manager dans le passé, à CEO, où évidemment c'est un produit tech, et donc j'échange beaucoup avec les techs, mais j'ai une casquette maintenant un peu sales et marketing entrepreneur. Voilà en gros qui je suis. Ouais, c'est super et en fait, on a un profil qui est assez proche parce que bon, je suis pas tout jeune non plus. Je suis tombé dans la tech quand j'avais 6 ans, je suis sorti de l'EPITA en 2006 et j'ai pas fait Société Générale, mais moi je suis allé, presque 10 ans chez BNP Paribas avec une coupure d'1 an au milieu en tant que CTO pour, faire des jeux sérieux et des réseaux sociaux d'entreprise, 2009-2010. On était un peu tout soûls, on s'est lamentablement planté, mais bon, c'était une belle expérience. Après BNP, j'ai voulu, en fait, revenir à mes premiers amours qui étaient la tech parce que finalement là-bas, je faisais pas vraiment de la tech, et surtout le statut du développeur avait changé, dans le sens où, finalement quand moi je suis sorti d'école, on voyait les développeurs un petit peu comme des barbus à mettre à la cave. On va dire le rapport de force a un tout petit peu changé et donc je suis revenu dans la tech, en tant que CTO d'une société qui s'appelle John Paul, qui faisait de la conciergerie privée, qui a été vendue à Accor. Puis je suis parti dans l'éducation en ligne pendant 1 an, puis je suis parti chez un éditeur de finances de marché où on faisait des solutions, complètes pour, tout ce qui était asset management, depuis le passage d'ordre sur les marchés jusqu'à la comptabilité avec tout ce qui se passe entre les 2. Et puis on a monté Sherlock avec mes 2 associés, donc qui à la base avait pour mission on a toujours cette mission-là, d'essayer de développer le vélo en milieu urbain parce qu'on s'est aperçu que le frein principal était le vol et la peur du vol. Donc, on a voulu créer des infrastructures de stationnement sécurisées, sans génie civil, à l'échelle. Donc, on a développé ce produit-là. On a eu quelques petites difficultés avec les villes, mais on a eu quand même un gros déploiement à Nice pendant 1 an,
de 800 cadenas, qui maillaient complètement le territoire. Et puis petit à petit, on a pivoté, sur, l'assurance vélo. Pourquoi? Parce que bah, ça permet de se déployer, directement partout en France sans infrastructure. Deuxièmement, le contexte de financement, n'était pas vraiment en 2022 celui de 2018, donc il fallait quand même qu'on fasse un petit peu attention. Et troisièmement, c'était quelque chose qu'on avait déjà identifié, mais on s'attendait pas à ce que ça marche aussi fort. Et donc en courant 2023, fin 2023, on a complètement pivoté pour ne faire plus que de l'assurance vélo. Alors on a toujours les cadenas dans un bel entrepôt, prêt, au cas où il y a une ville qui se motive, à déployer, pour pas cher, une infrastructure de stationnement vélo. Mais pour l'instant, on se concentre surtout, surtout, surtout sur l'assurance et pour assurer, bah, finalement la survie et le développement de la boîte, dans le futur. On avait envie avec Thierry, de parler, de développement, et de Gen AI. Pourquoi? Parce que c'est l'un des sujets, on va dire, chauds du moment. Je pense qu'il dépasse un peu la hype qu'on a pu voir sur ces 20 dernières années. Il y a eu la hype du big data, il y a eu la hype, de l'ubérisation, il y a eu la hype de pas mal de choses. Mais j'avoue, moi, depuis, allez, 20-25 ans, c'est la première hype où je me dis: «OK, c'est pas juste une hype, il y a vraiment une transformation qui est en train de se passer». Ouais, peut-être, pour préciser parce que, effectivement, donc les AI, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, nous en particulier. Les AI, c'est assez vaste. On peut le voir au niveau, produit, comment on va utiliser les AI, au niveau du produit, comment on peut utiliser les AI en termes de productivité et c'est un peu là-dessus qu'on souhaite se focuser, mais productivité au niveau des équipes, produits, ingénierie. Donc comment, l'AI code generation, comment l'AI transforme un peu le métier de développeur, de product manager, de tech leader, c'est l'idée. Et peut-être du coup, alors pour commencer, l'idée serait de discuter un petit peu de nos usages actuels d'AI. Est-ce que tu peux nous dire quel usage tu en fais dans tes équipes chez Sherlock? Peut-être aussi la taille de l'équipe tech. Alors nous, on est tout petit, hein, l'équipe tech, c'est moins de 10 personnes, incluant, toutes les fonctions connexes, UI, QI, product, tester et compagnie. Donc on est vraiment tout petit aujourd'hui. Les AI, enfin la Gen AI plutôt, on est tombé dedans, ça fait 1 an et demi, donc on y allait à tâtons, on cherchait, on expérimentait des choses, mais c'est vrai qu'il y avait toujours cette insatisfaction. Et puis, j'étais allé à l'événement qui était organisé chez Datadome, où il y a, notamment Pierre Vanier et Gilles Walbrook qui ont parlé un peu du sujet. Et je me suis dit: «OK, on va refaire des tests, on va se remettre dedans». Et là, j'ai été assez impressionné par, l'évolution que ça a eu finalement en 6 mois, 1 an. Et la capacité où il y a 1 an, le code généré ou le travail effectué par la Gen AI était assez médiocre et souvent, au final, on avait cette dichotomie de se dire: «Est-ce que j'ai vraiment gagné du temps ou pas?» Autant maintenant, le gain de temps est assez évident, même si de temps en temps ça part, un petit peu sur la tangente, la diagonale, je sais pas comment on dit. Mais là, le gain de temps est clairement perceptible et donc on s'est mis, à Cursor. Alors dans les équipes, il y en a quelques-uns qui sont sur Copilot, même si officiellement je leur ai dit que non, ils n'avaient pas le droit. On sait que, bah, les équipes font quand même un peu ce qu'elles veulent et je suis content qu'elles expérimentent quand même des choses. Mais aujourd'hui, on est principalement quand même sur Cursor et je suis en train petit à petit d'onboarder l'équipe. Et pour moi-même, j'ai fini par m'installer, 2 machines, et je fais les allers-retours entre les 2 machines à leur donner des prompts. Donc c'est assez surprenant ce que c'est capable de faire. OK. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as mis un peu, quelques contraintes ou interdit un certain nombre de choses? Quel était l'objectif? En fait, l'un des trucs que je me suis rendu compte quand je m'y suis mis, c'est que la courbe d'apprentissage, en fait, pour maîtriser ces outils est loin d'être évidente. L'idée, c'est quand même que l'outil permette, de créer du code rapidement en respectant toutes les contraintes qui sont déjà en place, que ça soit de linting, de règles de développement, de manière de faire les choses, de sécurité, de ceci, cela. Donc l'objectif, c'était quand même d'accélérer l'équipe et pas de générer, de la dette technique à vitesse grand V. Et donc j'étais extrêmement frileux au début et donc j'ai voulu jouer moi-même
pour, finalement apprendre, définir correctement, les règles, donc ces espèces de méta-prompts qui viennent se rajouter automatiquement au prompt, pour essayer de cadrer un peu la Gen AI. De jouer un peu avec les tout ce qui est MCP pour essayer de choisir les bons, voire, d'en mettre un ou 2 un tout petit peu custom pour aider. Mais l'idée, c'était de se dire: «OK, quand on y va de manière, plus ou moins officielle, que l'outil, finalement, le gros du learning soit déjà absorbé et donc on puisse, gagner tous, du temps au lieu de, tous collectivement, faire notre apprentissage de notre côté». Alors oui, ça a des inconvénients, mais, étant donné qu'on était une toute petite équipe, je pouvais pas vraiment dire: «Allez, on passe là-dessus et on fait rien d'autre pendant 6 mois», parce que j'avais quand même un peu cette peur de me dire que, bah, on va perdre, beaucoup de temps finalement à effectuer cet apprentissage. Quand on est dans une toute petite boîte, il faut assurer le delivery, il faut que ça sorte, là maintenant. Les clients, ils attendent pas, les besoins, ils attendent pas, donc il y avait ça. Mais là, petit à petit, voilà, on s'y met et tout le monde est, quasiment opérationnel dessus. Est-ce que alors c'est toujours difficile à estimer le gain de productivité parce que, bon, je suppose que tu mesures pas précisément, c'est difficile à mesurer la productivité, mais, si tu devais en pourcentage un peu te dire combien ça a cru en termes de, production. Alors, évidemment pas juste, c'est pas notre but, c'est pas de produire du code, mais de produire de la valeur. Est-ce que ces game changers, est-ce qu'ils ont doublé de productivité? Un peu moins? C'est compliqué parce que c'est pas capable de tout faire. Si j'avais à faire une estimation au doigt mouillé, je pense qu'on serait aux alentours de 30 peut-être, ce qui est déjà énorme, hein, en soi, mais ce qui est peut-être pas, ce qui est «vendu» entre guillemets, dans les papiers que je peux lire. Je pense qu'effectivement 30 est un chiffre qui me paraît à peu près raisonnable. Le truc qui a changé, en fait, c'est que sur peu de choses, on gagne énormément de temps. Par exemple, tout ce qui est test unitaire, améliorer la couverture fonctionnelle, améliorer la documentation in-app, pour la génération de documentation, de SDK, ce genre de choses. Sur certains problèmes un peu spécifiques, sur, des upgrades de version de package, pour, bah, passer finalement et gérer les régressions qu'il pourrait y avoir. Tout ça lié à la Gen AI assez forte et nous a fait gagner un temps phénoménal. Sur le développement de nouvelles fonctionnalités, sur des toutes petites choses, ça le fait assez bien. Sur, des sujets un peu plus complexes, on n'a peut-être pas encore complètement dompté l'outil, pour être capable de lui faire, tout ce qu'on voulait, quoi. OK. Si ça te va, je peux te dire aussi un peu quel est l'usage, chez Shipfox. Donc on est une, jeune start-up avec, peu de monde. Il y a encore un mois, on n'était que, tous les 2, mon cofondateur, CTO et moi-même. Moi, ça fait quand même, de nombreux mois que je suis plus amené à coder. J'ai codé un tout petit peu au début et de mon côté, j'ai utilisé, pas mal, ChatGPT avec un certain succès. Évidemment, c'était assez variable selon ce que je voulais faire, mais je pense pas que j'avais un gain de productivité, non plus, effarant, difficile à quantifier, mais effectivement peut-être 20-30. Du côté de Noé, qui développe la majorité du code, je sais qu'il utilise, pas mal Copilot, en mode vraiment, un peu completion on stéroïde. Donc là, il y a un gain certain, pour aller plus vite, mais quand même la majorité du code est pensé par lui et non par l'AI, donc il est assez, voilà, c'est plus de la complétion. La génération de tests, qu'il utilise beaucoup, il est assez performant, là-dessus et là, depuis peu, là, il teste un peu, Cursor. Voilà, d'après le retour qu'il me fait, c'est quand même, il faut le configurer, il y a la notion de rules, dans Cursor pour, vraiment bien profiter et je pense qu'étonnamment, alors qu'on est, une boîte tech for tech, on utilise, encore, assez peu l'AI. Je pense qu'on va intensifier là, dans les mois à venir, notre usage de l'AI. Là, on a parlé pas mal des techs. Comment toi tu vois en termes de product management? Parce que développer du produit, c'est pas juste, développeur. Comment vous avez des PM chez Sherlock? Comment tu vois l'impact, de l'AI là-dessus?
Alors moi, j'ai pas de PM et idéalement, si je pouvais, rester dans une structure, où j'en ai pas, si on y arrive, je serais très content. Dans la pratique, c'est un vœu pieux parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même, avoir besoin d'organiser les choses. Donc aujourd'hui, la principale, enfin les tâches, on va dire, du produit sont disséminées, dans les équipes finalement, opérationnelles. Donc que ça soit le support client, que ça soit les sales, que ça soit, les gens qui conçoivent les produits d'assurance, qui traitent les sinistres et cetera et donc l'idée, c'est quand même qu'eux puissent, dire finalement chaque semaine: «OK, c'est quoi mon problème principal et est-ce que vous pouvez me régler mon problème principal?» Et aujourd'hui, soit le développeur va directement comprendre le problème et essayer d'adresser le problème en discutant avec lui. En ce sens-là, on essaye de reprendre un peu le manifeste agile. Alors, il y a des avantages, c'est que ça fluidifie et effectivement, comme il y a pas de planification long terme, ça permet d'être agile dans le sens où, bah, finalement, si on était parti dans une direction, on peut, très rapidement shifter pour partir dans une autre direction pour corriger le tir. Ça a des inconvénients, c'est que, bah, parfois, on produit quelque chose et puis finalement on se rend compte que c'était pas la bonne chose à faire ou, et cetera. Mais je trouve que le temps perdu en créant entre guillemets «ce waste» nous fait perdre moins de temps que s'il fallait systématiquement tout cadrer en amont, tout anticiper en amont. Parce que même en anticipant d'expérience, bah, il y a parfois où on se trompe et où on se rend compte que c'est pas la bonne chose. Donc on n'a pas vraiment de PM. Je rêve quand même de pouvoir parce que ma mon UX/UI est en arrêt maladie et j'ai hâte qu'elle revienne, pas parce que j'ai envie qu'elle bosse, hein, mieux vaut qu'elle se repose quand on est malade, mais parce que j'ai envie de voir justement à quel point la Gen AI pourrait l'aider dans son travail, que ça soit pour la génération de maquettes, pour, essayer de faire de l'adaptation là-dessus, essayer d'uniformiser un certain nombre de choses. Je suis assez curieux de voir, qu'est-ce que ça pourrait donner. J'ai remarqué quand même qu'on pouvait, je sais pas si c'est le cas j'ai pas testé avec Copilot, mais j'ai testé avec Cursor, on peut lui donner des images et des exemples de bases de code, existantes et il est capable de, finalement matérialiser, sous forme de code, le rendu de la maquette, ce qui est assez impressionnant. Alors c'est pas toujours parfait, parfait, mais à 80 c'est pas trop mal pour les sujets qui sont pas trop complexes. Donc ça a quand même un impact. Là où on se sert aussi pas mal du Gen AI, c'est, pour les documentations finalement qu'on est obligé de mettre à jour. L'assurance, c'est un secteur réglementé. En plus, comme on est une start-up et qu'on fait aussi pas mal d'innovations, ben, on essaye de remplir un certain nombre de dossiers et de documentation et c'est vrai que là-dessus, GenAI nous aide aussi à documenter et à écrire un certain nombre de documents. Pareil pour les documents de certificat de sécurité, pour passer notamment on est en plein process pour passer ISO 27001. Ça nous aide à, faire une première passe pour voir: «Ah tiens, on a oublié de documenter ci, on a oublié de documenter ça» ou pour, générer une partie, d'exemples pour, gagner du temps ou, pour pointer des dysfonctionnements. C'est assez puissant, en même temps, on est toujours insatisfait, c'est-à-dire qu'on est, amazed quand ça marche bien et on est toujours frustré quand ça marche pas, mais c'est bien le signe qu'on en devient petit à petit dépendant, quoi. Ouais, je pense que l'idée, c'est de découvrir là où ça fonctionne bien et du coup, de maximiser l'usage de l'AI là-dessus. Peut-être de faire de la veille sur là où ça marche. Est-ce qu'il y a pas des moments où tu t'es dit: «Ça va pas marcher» et finalement, ça t'a surpris et ça a marché quand même? Ouais, ouais, si, je peux pas dire quotidiennement, mais peut-être toutes les semaines, j'arrive à être surpris par, les AI. Je tente beaucoup. Alors, je l'ai dit, pas sur le code, mais in fine, j'ai quand même à produire, des documents, des messages, des mails, des présentations et effectivement, il y a parfois où il se plante totalement, parfois je suis assez sceptique sur le fait qu'il va y arriver et il arrive à produire. Ce qui est important surtout, c'est, bah, tu le sais, le prompt, l'expression de ce que de ce que tu attends. La qualité de ce qui sort est quand même, dépendante de la qualité de ce que tu as en entrée de ton prompt. Ça, c'est important. Et nous, sur le product management, on est un peu comme toi dans le sens où on a une petite équipe et on n'a pas de product manager. Dans le produit, il y a aussi Tech for Tech, où on fait un outil de CI et donc, on est, comment on va dire, on comprend assez intimement la problématique que rencontrent les développeurs. On échange pas mal avec.
avec des techs là-dessus. Mais in fine, du coup, on a cette casquette un peu on fait du product management. L'idée est de comprendre les enjeux, les besoins et de les restituer, comment on va dire, et d'identifier des solutions, produits, tech. Du coup, on va être amené, on utilise pas mal Notion et de faire des product PRD, product definition. Et écoute, la partie AI de Notion est assez bluffante. Et du coup, exprimer vraiment voilà, qu'est-ce qu'on a compris du problème, quelle est la solution envisagée, les alternatives rejetées. Et en donnant ça en prompt, tu vas quand même avoir un document bien structuré. Évidemment, tu as toujours un peu à éditer à droite à gauche, mais ça permet quand même de pas mal avancer sur le PRD. Et tu le sais, les techs, ils n'aiment pas beaucoup produire de la doc. Ça permet d'accélérer là-dessus. Je pense que dans le futur, on sera amené à recruter des PM extrêmement tech. Et pour moi, le PM, c'est quand même celui qui est au contact des utilisateurs. Quand l'équipe grandit, ça peut être difficile pour les développeurs de rester encore à ce contact-là. C'est quand même de faire le tri, la discovery. Et je pense que les AI, évidemment, peut aider beaucoup. J'ai vu il y a Mistral AI qui, en gros, face à un meeting, ils enregistrent le meeting avec dev, plusieurs PM, et en gros, ils ont une sorte d'agent basé sur le chat et Jupyter Notebook, où ils vont en gros pouvoir donner ce transcript et ça va derrière leur produire un document ou un PRD, des tâches et qui vont être alimentées linéaires. Bon, après, je m'attends à ce que derrière, il peut y avoir quelques hallucinations et qu'il faille retravailler, mais je pense que ça peut accélérer quand même ce travail qui est fastidieux entre un échange, que ce soit avec les utilisateurs ou sur l'équipe, sur le produit, pour cadrer. Moi, j'ai un peu peur de ça parce que, autant sur quelque chose qui est customer facing et qui est pas réglementé, s'il y a une légère imprécision du fait de la mauvaise interprétation de l'AI, c'est pas trop grave. Dans l'assurance, ou même dans d'autres secteurs, la banque, dans tout ce qui est, potentiellement réglementé, une petite imprécision, ça peut avoir des impacts assez massifs et j'avoue aujourd'hui, j'en suis pas encore à me dire pour en tout cas des features qui concernent directement cette partie-là réglementée, donc que ça soit, le la souscription, la gestion de sinistres, par exemple, je suis un peu frileux. Par contre, j on est en train d'expérimenter effectivement les curseurs mode qui sont, arrivés il y a pas très longtemps, mais il y avait l'équivalent, sur des systèmes comme Crow AI ou ce genre de choses, qui permettent un peu de spécialiser, certains agents pour, bah, typiquement générer du PRD, faire de l'estimation de complexité, des tâches dans le PRD. Ce que nous, on fait pas en tant que développeurs parce que, bah, je trouve que perdre du temps à faire des estimations, c'est un peu dommage. Mais quand c'est l'AI qui le fait, à la vitesse où elle le fait, en fait, le coût, il est marginal. Donc ça peut être intéressant pour justement pousser l'AI à redécouper ce qu'elle juge elle-même comme trop complexe et pour créer des feedback loops entre, l'agent développeur AI et un agent PM, AI, avec le développeur qui dit: «Ah bah non, là j'ai pas assez d'éléments, là-dessus». Alors pour l'instant, je suis un peu déçu du résultat, mais je me dis, il y a de fortes chances qu'on s'oriente quand même à terme vers ce genre de choses où finalement le PM et le développeur, sont merged en une seule fonction tech où, finalement le «dev» entre guillemets se retrouve comme un orchestrateur, d'agents et un reviewer pour vérifier quand ça va pas. Parce que mine de rien, il y a quand même un paquet de fois où l'IA, elle part en boucle infinie à essayer de s'auto-correct, la même chose et parfois, c'est un fail, quoi. Je suis assez convaincu, en fait, que ça va être vraiment cet outil-là. C'est-à-dire que ça va être, au lieu d'avoir, 1 PM et 5 développeurs, il va y avoir, 1 PM développeur et basta cosy, quoi. Ok, ok, intéressant. C'était un peu le sujet suivant du futur. Comment tu vois le futur du développement et donc, en gros, où certains prédisent il y aura plus de développeurs. Et toi, tu dis il y aura toujours des développeurs, mais ils seront moins nombreux. C'est ça, mais c'est comme dans la révolution industrielle, si tu veux. Dans début du 19e siècle, opérer une ferme, c'était des centaines de personnes pour, faire pousser du forage, nourrir les chevaux, labourer la terre et cetera.
Et aujourd'hui, une ferme, c'est, quelques personnes, et beaucoup d'outillage pour assurer la production. Et je pense qu'on va être, dans un système similaire où finalement tous ces outils, même s'ils sont relativement imparfaits, mais qui vont continuer à s'améliorer dans le temps, hein, vont être là pour supporter un nombre beaucoup plus restreint de personnes qui produisent et dont le job principal va évoluer. C'est-à-dire qu'il ne sera plus de labourer manuellement la terre, mais ils vont être de, s'occuper à réparer le tracteur, donc à s'assurer que, l'IA il travaille correctement, à, «tuner» entre guillemets, l'IA et rajouter des règles, rajouter, des systèmes de contrôle, mettre en place des feedback loops automatiques, ce genre de choses pour, finalement entretenir la machine qui va se retrouver à produire. Alors il faudra une compétence technique, il faudra sûrement un certain nombre de connaissances, y compris des connaissances qu'on n'a pas aujourd'hui et qu'il va falloir, acquérir. Mais il y aura toujours des développeurs. C'est juste qu'il y en aura besoin, je pense, beaucoup, 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 beaucoup moins. Alors il y a une deuxième hypothèse qui est de dire: «Non, en fait, il y aura besoin toujours autant de développeurs, c'est juste qu'on va produire, 400 fois plus». Je suis pas super convaincu par cette hypothèse parce qu'il y a quand même, finalement le pourquoi on produit, qu'est-ce qu'on fait, à quoi ça sert? Et je suis assez dubitatif de me dire, les nouveaux usages qu'on va devoir créer vont dépasser finalement, ceux qui vont disparaître. Ouais, sur cette partie-là, sur le fait d'aller produire, beaucoup plus, je pense qu'on testera, tu sais, le développement logiciel, c'est, l'un des enjeux, c'est d'avoir du feedback rapide et on est quand même, le développement logiciel est très limitant et coder, ça prend énormément de temps et si tu veux tester des hypothèses, avant l'AI, on va dire, ça coûtait très, très cher. Je vois aujourd'hui les AI CodeGen comme l'opportunité d'aller tester à moindre coût, pouvoir avoir du feedback. On voit déjà des product managers, certes avec un profil assez tech, mais qui vont se retrouver à utiliser du cursor et commencer à pouvoir produire une fonctionnalité ou modifier une fonctionnalité sans l'aide des développeurs et de pouvoir mettre ça en gros dans les mains de quelques utilisateurs et d'avoir du feedback. Donc je pense qu'au final, évidemment, le but, c'est pas de produire 5 fois plus de fonctionnalités, mais c'est peut-être de tester à moindre coût. Et puis, il y a des choses qui vont effectivement, sûrement être écartées. Et puis peut-être où les devs vont devoir reprendre, parce qu'à un moment, il faut maintenir ça, ce qui est produit sans trop regarder. Je pense qu'un PM qui produit, qui utilise Cursor, va très peu s'attacher à ce qui va être produit, à la structure, à l'architecture. Là où un dev va vouloir probablement guider un peu plus les AI pour avoir quelque chose de maintenable. Mais est-ce qu'on n'avait pas déjà la même chose avec le no-code finalement et c'est juste que c'est l'étape suivante, mais avec les mêmes vices finalement que le no-code? Peut-être la différence, c'est effectivement le no-code, tu pouvais l'utiliser, mais c'était quand même un outil très à part. Il s'intégrait pas avec l'existant. Aujourd'hui, avec des Windsurf et des curseurs, tu peux travailler avec une base de données existante. Donc, en gros, le PM, il n'a pas besoin de se dire, tiens, je fais quelque chose de totalement à côté. Je m'inscris un peu avec les technologies de l'équipe et je suis capable de produire des choses qui s'intègrent bien. Et d'accord que tu veux intégrer du no-code et une base de code existante, c'est un challenge, quoi. Là, au moins, tu pars sur une même base, les mêmes technos, du code in fine, mais tu as des outils qui permettent d'être à un plus haut niveau. Ouais, je sais pas, moi, quand je prends du recul, le no-code avait, énormément d'avantages, de pouvoir effectivement, alors beaucoup pour les interconnexions, mais pas que, pouvoir, faire beaucoup de choses, assez rapidement et je trouvais que le travers principal, outre le débat standard de, ça, en no-code, on peut pas le faire parce qu'il faut rentrer dedans, parce que c'est pas prévu, parce que l'outil le prévoit pas. Moi, le problème principal que je constate au no-code, c'est qu'en fait, la plupart des gens qui en font oublient de, gérer tous les cas limites, de rendre la chose complètement résiliente, de nettoyer un peu ce qui, devient obsolète dans le temps et donc, les outils, no-code finalement, je trouve périment un peu plus rapidement, que les bases de code existantes parce que finalement la rigueur nécessaire à la maintenance, là-dessus est assez vite catastrophique. Donc souvent les organisations commencent par bootstrapper du no-code et finalement, à terme, le no-code se retrouve maintenu par les développeurs. Et je pense que ça va être un peu la même tendance peut-être là-dessus aussi. C'est-à-dire que oui, certes, il y aura peut-être des noms techniques qui vont générer des choses à gauche, à droite, mais si on veut pas que ça périme, extrêmement rapidement, sachant que ça va encore augmenter le cycle des itérations,
il faudra être extrêmement attentif à s'assurer à ce que les équipes techniques, reprennent finalement assez rapidement la main dessus, pour uniformiser, pour, gérer les cas limites, pour rendre le système résilient. Et je te propose qu'on conclue là, je vois l'horloge tourne. Est-ce que tu aurais une ou 2 recos à faire sur ce sujet-là à nos auditeurs? N'attendez pas. C'est-à-dire que plutôt que de laisser le train passer et de se dire: «Bah, tiens, je vais aller prendre le vainqueur dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans et comme ça j'aurai gagné du temps dans l'expérimentation». Je trouve que l'impact que ça peut avoir sur une organisation est trop important parce que même si on dit: «OK, c'est que 30 finalement, on est déçu, mais 30 c'est colossal en termes d'augmentation de productivité, mine de rien. Ça veut dire que pour, 3 personnes, quasiment, ça évite une quatrième. Donc c'est vraiment très important, sans compter que je dis 3 personnes, ça évite une quatrième, mais c'est même pire que ça parce que finalement, comme il y a un rendement décroissant au fur et à mesure qu'on rajoute des gens, là, on a moins ce sentiment-là de rendement décroissant parce qu'on peut garder des plus petites équipes et avec des cycles de communication beaucoup plus courts. Vraiment, n'attendez pas. Le deuxième point et après je te laisse la main, c'est une phrase en anglais, mais c'est, «Raise the bar, do not lower it». C'est-à-dire qu'en gros, l'outil vous permet de faire plein de choses. L'idée, c'est d'en profiter pour vraiment monter la qualité logicielle, d'en profiter pour monter ce que sur tout un tas de sujets qui peut-être étaient, négligé auparavant en mode: «Ah bah, ça on n'a pas le temps, ça on n'a pas le temps, ça on verra plus tard», oui, bah, là avec l'IA, ça coûte pas plus cher finalement de gérer peut-être un paquet de choses, en termes de qualité logicielle. Donc profitez-en pour monter la qualité logicielle, même si, vous avez pas forcément d'impact direct sur, la feature YOLO, qui, tout d'un coup, du jour au lendemain est magique et sublime. Si déjà ça vous permet, dans le code que vous produisez au quotidien de monter la qualité logicielle, faites-le, quoi. OK, top. Moi, de mon côté, le conseil que je ferais, c'est, vous, en tant que tech leader, testez, explorez, même si vous codez plus, c'est plus votre rôle, peut-être même vous avez laissé le code il y a un bon moment, explorez, il y a pas mal d'outils, Cursor, Windsurf, Lovable, V0 de Vercel, enfin, essayez d'explorer un tout petit peu, histoire de comprendre, d'avoir des discussions intéressantes avec vos équipes. Et j'ai envie de dire aussi, essayer d'embarquer les autres membres des autres équipes autres que la tech et le produit, que ce soit, je ne sais pas, le CFO, le CEO, et d'organiser peut-être une sorte un peu de petit hackathon pour leur faire explorer. Je pense que c'est intéressant qu'ils voient qu'est-ce qui est possible avec l'AI, notamment sur de la production de code, les limites, les hallucinations. Histoire que ça reste pas juste, comment on va dire, avec pas mal de fantasmes et d'inquiétudes ou d'attentes de productivité démesurées. Donc embarquer du monde à explorer le sujet. Bah, surtout qu'ils sont exposés au full bullshit qu'ils entendent, sur LinkedIn ou à gauche, à droite, sans trop de recul par rapport à tous ces sujets-là. Donc, ouais, je trouve que c'est un super bon conseil. Top. Et ben écoute, merci à toi, merci à TechRox de nous avoir offert un peu cette tribune pour parler de ce sujet-là, et j'espère que ça vous a plu. À bientôt. À bientôt.